Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Voici le sommaire de cette édition. Plusieurs panels ont meublé aujourd'hui les échanges du Salon international de la modernisation agricole démarré depuis hier à Cotonou. Vous suivrez l'essentiel à ce propos dans ce journal. Un grave accident s'est produit cet après-midi à la descente de l'échangeur de Godomé et d'NTV s'est rendu sur les lieux. Vous en saurez davantage dans cette édition. En France, les attentions ont été focalisées hier sur les annonces d'Olivier Véran pour tenter d'endiguer la cinquième vague épidémique du coronavirus. Voilà pour le sommaire, le développement dans un court instant. Merci à toutes et à tous de votre attention. Bienvenue dans ce journal. Le Salon international de la modernisation agricole, SIMA, lancé hier par le ministre Gaston Dossoui, poursuit ses activités. Et pour ce deuxième jour, une série de panels a été organisée, dont celui sur la digitalisation au service de l'agriculture. Le point des échanges avec Ayat Foui. Digitalisation au service de l'agriculture, c'est le terme du premier panel de discussion au Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Organisé par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ce rendez-vous a connu la participation des différents acteurs de cette chaîne de production. Pour la responsable communication régionale de l'IFDC, l'ouverture au TIC dans ce secteur d'activité est une opportunité à saisir. Il est très important que nous nous ouvrions l'esprit par rapport à la digitalisation, par rapport au TIC au service de l'agriculture, parce que c'est fini le temps où on faisait que la roue. Il faut qu'on se tourne vers le développement. Aujourd'hui, c'est important pour l'agriculteur de savoir quand il va pleuvoir dans son champ, de connaître le prix des produits dans le marché pour prendre une décision par rapport à aller au marché de Kétou ou au marché de Wenhi. Quant au secrétaire général de la Chambre nationale d'agriculture, le développement de cette technologie pourra permettre au Bénin d'avoir un secteur agricole encore plus compétitif. L'avenir, c'est cela. Nous ne pouvons pas, au niveau du secteur agricole, nous passer du numérique. Ce n'est pas possible. Si nous voulons révolutionner notre agriculture, l'avenir, c'est ça. C'est pourquoi, que ce soit les entreprises ou les start-up, elles doivent s'engager, mieux que par le passé, pour concevoir des solutions adaptées aux acteurs agricoles. Le directeur des systèmes d'information du MAEP a insisté quant à lui qu'un accent particulier sera mis sur les avantages de la TIC concernant l'agriculture et la formation durant les 4 jours que va durer le Salon international de la modernisation de l'agriculture et de l'agroalimentaire. La formation des conseillers agricoles, il y a un programme là-dessus que nous sommes déjà en train de déployer, qui suivent des formations, comment utiliser Internet, comment utiliser les téléphones mobiles, etc. Les drones, ça c'est déjà un niveau un peu plus avancé. Et c'est même actuellement que nous-mêmes nous sommes en train de maîtriser bien cette technologie pour pouvoir aller ensuite vers les producteurs. Il y a des programmes qui sont prévus. Le projet intégré de transformation numérique des régions rurales, par exemple, qui est un projet du Bénin financé par la Banque mondiale, a prévu toute une panoplie de formations à l'endroit des acteurs du secteur agricole. Et ces programmes seront déroulés. D'autres programmes également sont en cours de formulation. Après de riches échanges, le pari de la formation et de la digitalisation au service de l'agriculture à la base est pris par tous. Le ministère de l'Énergie et des Mines a tenu hier l'atelier de validation de la stratégie de gestion durable de l'éclairage public au Bénin. C'était en présence des différents acteurs et partenaires du secteur. Ayat Foui pour le compte rendu. En réponse à l'objectif du gouvernement de maîtriser les consommations énergétiques, notamment celles occasionnées par l'éclairage public sur l'ensemble du territoire national, que cet atelier de validation de la stratégie de gestion durable de l'éclairage public au Bénin est organisé par le ministère de l'Énergie. Présent parmi les principaux acteurs du secteur, le directeur de la BERM a apprécié les résultats des travaux ayant conduit à cette rencontre. Le document qui sera soumis tout à l'heure à notre appréciation est appelé à devenir un véritable gouvernail, devant nous amener à construire les bases sur lesquelles reposera désormais la gestion de l'éclairage public au regard de la spécificité de notre pays. Cela suppose que les options techniques à opérer dans le domaine doivent tenir compte aussi bien des normes minimales de performance énergétique
ainsi que du cadre réglementaire sur l'électrification hors réseau, dont la BEM assure désormais la mise en œuvre. Pour le coordonnateur de l'UCPEDER, c'est le rendez-vous des contributions pour enfin doter le Bénin d'un cadre stratégique adéquat en matière d'énergie publique. Cet atelier offre l'occasion de discussion et d'appréciation de son contenu par les divers acteurs impliqués en vue de son amélioration et de son appropriation pour sa mise en œuvre effective et facilitée, après adoption évidemment par le gouvernement. Prenant à son tour la parole, le ministre de l'Énergie a dévoilé ce à quoi serviront les résultats de cet atelier. Il doit permettre d'approfondir les problématiques de gestion de l'éclairage public et contribuer à la mise en place d'un mécanisme adéquat, surtout efficace pour la gestion de l'éclairage public au Bénin. Il permettra également d'élaborer une feuille de route consensuelle pour l'opérationnalisation de cette stratégie. C'est pourquoi je souhaite vivement qu'au cours de cette rencontre, vous apportiez votre contribution à la définition des nouvelles dispositions devant régir désormais la gestion de l'éclairage public dans nos villes et nos campagnes. Car nous devons apprendre à sortir des sentiers battus pour innover au service d'une meilleure efficacité et au service des performances accrues. C'est pour ça que nous devons rester ouverts aux idées nouvelles. À la fin de cet atelier qui a connu la participation de l'Union européenne, du préfet de l'Atlantique et de la deuxième adjointe au maire de la ville de Ouidah, représentant les maires des 77 communes du Bénin, il est attendu un outil véritablement efficace pour une gestion performante de l'éclairage public au Bénin. Allons à Grand Popo où l'Office national du bois du Bénin disposera désormais ou bientôt d'un nouveau plan d'orientation stratégique. Un atelier a réuni à cet effet les cadres et responsables de cette structure. Le point avec Jonas Bouchi. Face à la persistance des problèmes liés aux perturbations climatiques, l'Office national du bois du Bénin se voit obligé de rattraper la cadence pour se mettre au pas des défis actuels de l'environnement. À cette rencontre de Grand Popo, les divers responsables de l'Office procéderont à la validation du plan d'orientation stratégique 2021-2025. Le présent atelier s'inscrit donc dans le cadre de l'amélioration de la qualité du projet de document d'orientation stratégique que nous a soumis le consultant et qui, à notre avis, respecte très bien les orientations du programme d'action du gouvernement de la deuxième génération 2021-2026. Je crois aussi que cette stratégie s'insère dans la droite ligne de la nouvelle politique forestière et du Bénin qui est à sa dernière étape de validation. Et ceci nous permet d'aller tout droit vers les objectifs liés aux engagements internationaux en ce qui concerne les ODD. Le document en question constituera durant les 5 prochaines années la boussole qui orientera désormais toutes les activités de l'ONAB, à en croire son directeur général. Ne pas avoir un plan stratégique, un plan selon lequel vous évoluez, c'est comme si vous pilotiez à vue. Alors pour qui veut réussir, il ne saurait avoir de pilotage à vue. Le plan stratégique aujourd'hui que nous sommes en train de peaufiner est un plan qui va nous orienter les 5 ans à venir. C'est comme une Bible que nous sommes en train d'étudier pour 5 ans. Elle s'adapte au présent et projette le futur. À travers ce plan d'orientation stratégique, l'Office national du bois entend mettre beaucoup plus la foresterie au service du développement socio-économique du Bénin. Je vous l'annonçais en titre, un grave accident s'est produit cet après-midi à la descente de l'échangeur de Godomé en allant vers la localité d'Abomey-Calavi. Aucune perte en vie humaine. Dorcas Awangan pour le reportage. Une boutique entièrement démolie, un poteau électrique renversé, une voiture complètement irrécupérable et bien d'autres dégâts, voilà le bilan de cet accident dans lequel est impliqué un camion de la société béninoise de brasserie Sobebra. Selon un témoin, la crevaison d'un pneu du camion qui transportait les casiers de bière est la principale cause de l'accident.
On a entendu l'exposition du Pinet et on était juste sortis pour voir ce qui s'est passé. Comme d'habitude, quand on entend des bruits comme ça, on sort pour voir. Maintenant, on était sortis quand on voyait les véhicules, les camions venaient seulement et ça a tout cogné. C'était un Pinet. Et il a perdu le contrôle. Il filait, en fait, Sinon, au moins, il était de l'autre côté. S'il ne filait pas, au moins pour pouvoir traverser, ça allait bloquer. Au total, 4 personnes, dont l'apprenti du chauffeur du camion, et 3 riverains ont été blessés et évacués à l'hôpital. Le service Constat et celui du dépannage de la police républicaine se sont mobilisés sur les lieux du drame. Message de soutien à la quinzaine de vaccination contre la Covid-19 lancé le 15 novembre par IdenTV et Diaspora FM. Basile Badjito, président de la Fédération des associations nationales des acteurs de la médecine traditionnelle du Bénin, à l'instar de bien d'autres personnalités, a également exhorté la population à sortir massivement pour se faire vacciner. On l'écoute au micro de Stanislas Attalé. Covid-19 existe et ça tue bien. Donc les gens n'ont qu'à comprendre que c'est les vendeurs d'illusions qui sont en train de tromper le peuple pour dire quand on prend le vaccin, on meurt. Le vaccin, moi, je l'ai fait. Je n'ai pas été malade, je n'ai même pas senti et à mon âge. Donc, dans le cadre de EDEM TV, qui est Diaspora FM qui est en train de faire une campagne de vaccination contre Covid-19, Fanametra profite de l'antenne pour inviter tous les tradis praticiens et tous les membres de Fanametra à aller se faire vacciner avec leurs familles, puisque si un seul tradit praticien accepte d'accompagner le gouvernement, il a déjà 100 personnes, parce que 80% de la population font recours aux tradis praticiens pour les soins. Hors du Bénin, en France, les attentions ont été focalisées hier sur les annonces d'Olivier Véran pour tenter d'endiguer la 5e vague épidémique du coronavirus. Reportage RT France. Ce projet de gazoduc est un véritable serpent de mer. En effet, cela fait plus de 20 ans qu'on en parle et la première pierre n'a toujours pas été posée. L'idée, c'est de faire parvenir le gaz du Turkménistan, ce pays producteur qui détient les 4e réserves mondiales de gaz naturel, vers des pays gourmands en énergie comme le Pakistan et l'Inde. Mais voilà, pour faire parvenir ce gaz naturel, il faut passer via l'Afghanistan. L'Afghanistan, ce pays à la stabilité toute relative, comme l'a encore rappelé le ministre pakistanais des Affaires économiques. Selon les informations dont nous disposons, pour le moment en Afghanistan, personne ne travaille sur ce projet ou sur d'autres projets. Beaucoup de gens ont été évacués et la Banque mondiale n'a plus de représentants en Afghanistan. Quand nous aurons stabilisé la situation, nous pourrons revenir sur la question de la construction, mais pour l'instant, le projet a été suspendu jusqu'à ce que la situation soit éclaircie. Il y a tout d'abord un volet sécuritaire. Même si depuis l'arrivée au pouvoir des talibans, la situation tend à se stabiliser, il ne faut pas oublier que ce sont ces mêmes talibans qui étaient la cause de cette instabilité. Et puis il y a la menace de l'État islamique qui perpétue. Sur les non-vaccinés. 3e dose de rappel dès 18 ans, masque obligatoire dans les lieux publics intérieurs, test payant à la validité raccourcie. Avec ces nouvelles mesures, les taux se resserrent sur les non-vaccinés. 3e dose de rappel dès 18 ans, masque obligatoire dans les lieux publics intérieurs, test payant à la validité raccourcie. Avec ces nouvelles mesures, le gouvernement accentue la pression avec pour mot d'ordre la vaccination. 19 millions de Français sont désormais concernés par cette dose de rappel qui sera obligatoire à compter du 15 janvier prochain afin de garder un pass sanitaire valide. Désormais, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adultes âgés donc de 18 ans et plus dès 5 mois après
leur dernière injection. En parallèle, nous voulons continuer d'aller chercher, d'aller vraiment mobiliser les quelques 6 millions d'entre nous qui ne sont toujours pas vaccinés alors qu'ils sont éligibles depuis bientôt 1 an. Des milliards de terriens ont été vaccinés. Vous savez que ce vaccin est efficace, vous savez qu'il vous protège, vous et celles et ceux qui vous entourent. On va continuer de mobiliser tout ce qu'on peut pour aller vous motiver à recevoir ce vaccin. Si le ministre de la Santé se veut rassurant en excluant pour le moment l'éventualité d'un confinement ou d'un couvre-feu, la vie des personnes non vaccinées pourrait se compliquer un peu plus chaque jour. Et pour cause, à partir de lundi prochain, les tests PCR et antigéniques, payants depuis la mi-octobre, auront une validité de seulement 24 heures, contre 72 heures à l'heure actuelle. Les réactions ne se sont pas fait attendre du côté de la sphère politique. Au lieu de rendre les tests gratuits et de déployer des purificateurs d'air, seule mesure efficace contre la circulation virale, le tandem Macron-Véran choisit à nouveau la pression vaccinale et le contrôle social. Contrainte maximale pour une protection nulle. J'avais prévenu, tout vacciné est un futur non vacciné. Régime carcéral de liberté conditionnelle à vie si on accepte ce monde. Libération et soulagement si on mène le combat. Écoutez bien et dites-moi si vous comprenez comme moi que le VRP pharmaceutique Véran, l'air de rien, ne nous annonce pas simplement la 3e dose, mais la vaccination cyclique et permanente tous les 7 mois. Qu'en pensez-vous? Quand vous avez quelqu'un qui n'est pas vacciné, qui ne se teste pas, parce que le test coûte 25 € et qui donc est potentiellement contagieux pour tout son entourage, eh bien le problème, c'est que potentiellement c'est une bombe humaine. Donc il faut effectivement qu'il puisse vite s'isoler et faire en sorte d'être traité comme il se doit. Des annonces gouvernementales suivies de près par le grand public. Quelques 350 000 rendez-vous ont été pris sur la plateforme Doctolib pour un rappel de vaccin, et ce, seulement 90 minutes après les annonces du ministre de la Santé. Emmanuel Macron est à Rome pour évoquer la crise migratoire avec le pape François. Le président français a dit hier soir avec le Premier ministre italien, a dîné hier soir avec le Premier ministre italien. Les deux dirigeants se sont retrouvés ce matin pour signer le traité dit du Quirinal, un accord inédit à l'image de celui qui avait lié le couple franco-allemand en 1963. Le texte vise à renforcer la coopération franco-italienne dans des domaines clés tels que la défense, l'économie ou la culture, une façon de faire du couple franco-italien un nouveau pilier de l'Union européenne. Suivez. C'est un nouveau pacte d'amitié, signé ce vendredi à Rome. Près de 60 ans après le traité franco-allemand, celui du Quirinal doit renforcer les relations entre la France et l'Italie. Une signature plus de 4 ans après le 34e sommet franco-italien en septembre 2017. Et un délai dû aux fortes tensions diplomatiques. En février 2019, alors vice-président du Conseil, Luigi Di Maio avait notamment rencontré une délégation de Gilets jaunes. Mais depuis l'arrivée de Mario Draghi à la tête du gouvernement italien, les relations entre Paris et Rome se sont apaisées. Les deux nations ont également une convergence d'idées sur des sujets cruciaux, des politiques migratoires communes, aux secteurs économiques stratégiques, en passant par la défense militaire. Autant de points clés que le traité du Quirinal doit graver dans le marbre. Le traité du Quirinal favorisera la convergence des positions françaises et italiennes, ainsi que la coordination des deux pays en matière de politique européenne et étrangère, de sécurité et de défense, de politique migratoire, d'économie, d'enseignement, de recherche, de culture et de coopération transfrontalière. Alors qu'Angela Merkel s'apprête à quitter la chancellerie, ce rapprochement doit aussi offrir à la France et à l'Italie une alternative politique à la relation avec l'Allemagne. Conséquence première, un rééquilibrage entre les 3 plus importantes économies de l'Union européenne. Même s'il n'a pas participé aux négociations, le président italien Sergio Mattarella a défini cette entente comme nécessaire. Un son de cloche qui diffère dans l'opposition. Les Frères d'Italie, parti d'extrême droite, jugent scandaleux que le traité soit signé avant même un débat parlementaire. En Afghanistan, suspension du projet de gazoduc censé relier le Turkménistan au Pakistan et à l'Inde. En cause, la situation chaotique à Kaboul. Plus de précisions avec nos confrères de RT France.
Ce projet de gazoduc est un véritable serpent de mer. En effet, cela fait plus de 20 ans qu'on en parle et la première pierre n'a toujours pas été posée. L'idée, c'est de faire parvenir le gaz du Turkménistan, ce pays producteur qui détient les 4e réserves mondiales de gaz naturel, vers des pays gourmands en énergie comme le Pakistan et l'Inde. Mais voilà, pour faire parvenir ce gaz naturel, il faut passer via l'Afghanistan. L'Afghanistan, ce pays à la stabilité toute relative, comme l'a encore rappelé le ministre pakistanais des Affaires économiques. Selon les informations dont nous disposons, pour le moment en Afghanistan, personne ne travaille sur ce projet ou sur d'autres projets. Beaucoup de gens ont été évacués et la Banque mondiale n'a plus de représentants en Afghanistan. Quand nous aurons stabilisé la situation, nous pourrons revenir sur la question de la construction, mais pour l'instant, le projet a été suspendu jusqu'à ce que la situation soit éclaircie. Il y a tout d'abord un volet sécuritaire. Même si depuis l'arrivée au pouvoir des talibans, la situation tend à se stabiliser, il ne faut pas oublier que ce sont ces mêmes talibans qui étaient la cause de cette instabilité. Et puis il y a la menace de l'État islamique qui perpétue régulièrement des attaques terroristes contre les nouvelles autorités. Il y a également le volet économique. En effet, l'économie afghane est en lambeaux, en grande partie à cause des sanctions internationales décidées contre Kaboul. Une crise économique qui pourrait se doubler d'une crise humanitaire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Autant dire que les priorités des nouvelles autorités ne sont pas des investissements dans les infrastructures, mais plutôt, tout d'abord, de pouvoir nourrir sa population. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bon week-end à vous et bonne suite de nos programmes.